Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, chaque année, environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la séparation de leurs parents. Alors, qui sont ces enfants du divorce? Que traversent-ils? On va poser la question à Catherine Tobin, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine en partenariat avec les arènes BD Littérature française. Voici la question du jour. Sous quel nom le manifeste pro-avortement signé par 343 femmes en 1971 est-il entré dans l'histoire? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, des alternatives simples et naturelles pour satisfaire nos envies sucrées tout en prenant soin de notre santé. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Catherine Tobin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous avez été journaliste scientifique, spécialiste des questions de santé. Vous avez aussi enseigné à la fois l'anglais mais également la biologie en anglais. Vous êtes aujourd'hui autrice d'enquêtes sur des sujets de société. Vous publiez chez Odile Jacob L'enfant du divorce, une vingtaine de chapitres qui couvrent l'essentiel des questions qui se posent avant, pendant, après un divorce. Et la plupart de ces chapitres donnent largement la parole à vos fameux enfants du divorce. Vous en avez interrogé 26, âgés de 19 à 73 ans et dans des milieux extrêmement variés. Vous donnez aussi la parole à des professionnels. Catherine, vous avez choisi de concentrer votre travail sur la séparation dite ordinaire. Vous n'avez pas cherché des situations de crise. Pourtant, des crises, quand on lit les témoignages, on se rend compte que en fait, l'ordinaire est déjà assez désagréable. Exactement, oui. Ordinaire, ça veut dire ce qu'on dit fréquent, donc commun. Et moi, j'ai essayé de débusquer justement ce qui, dans le commun, n'est pas tolérable pour l'enfant. Donc, je me suis... Bien sûr, j'ai rencontré sur mon chemin plein de cas vraiment délicats, mais je me suis concentrée là-dessus parce que, d'abord, c'est certainement la majorité des cas. Et puis parce que on a beau dire que le divorce ou la séparation est banale, je pense qu'elle n'est pas du tout à banaliser. Donc c'était un peu... Et justement, en faisant parler les enfants, c'est ce qu'ils disent, hein. Alors qu'ils ne sont plus du tout des enfants au moment où vous les interrogez. Ils sont adultes. Ils ont un peu métabolisé tout ça. Voilà. On sent que certains, d'ailleurs, ils le disent, ont fait un travail psychothérapeutique derrière. Le premier sentiment partagé qui ressort et sur lequel vous vous arrêtez, sentiment de culpabilité. Oui. On peut quasiment pas y échapper, en fait. En tout culpabilité cas, de l'enfant, hein, je ne parle pas des parents. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont tous... en fait, ça part d'un principe un peu simpliste. Hein. Avant que j'existe, mes parents s'entendaient bien. Maintenant que j'existe, mes parents ne s'entendent pas. Donc, c'est à cause de moi. Alors, c'est réducteur, mais ce sentiment de culpabilité, ils se sentent tous, à un moment donné, responsables de la situation. Et ils le disent avec des mots très, très incisifs, hein, parfois. Et puis parce qu'ils n'ont justement pas l'occasion de mettre ça à plat avec leurs parents. Donc les parents ne sont pas là pour... Voilà, alors l'antidote, la condition à laquelle éventuellement cette culpabilité peut être combattue, c'est de parler. C'est-à-dire qu'elle se nourrit beaucoup du silence. Hein. L'enfant a besoin de comprendre, écrivez-vous, ou faites-vous dire, je crois, à un spécialiste, pourquoi l'atmosphère est devenue si différente, voire si difficile, quel que soit son âge. Oui, je crois que l'antidote, en effet, on peut le dire comme ça, c'est d'amener l'enfant à parler. Alors, bien souvent, lui, c'est ce qu'il dit, c'est que déjà que la situation est difficile, il ne va pas en faire en plus parler de lui. C'est comme s'il alourdissait le fardeau des parents. Donc, c'est pas du tout spontané. Et d'ailleurs, il y en a un qui a dit un truc que je trouve très fort. Il dit ne croyez pas... Enfin, il s'adresse aux parents en disant ne croyez pas lorsqu'un enfant vous dit que ça va pas bien, que ça va, parce qu'en fait, il n'est pas capable de dire que ça va pas bien. Ouais. Parler à l'enfant, expliquer, donner des motifs de séparation, ça c'est plutôt du côté des parents, mais en même temps pas trop vite. Pas trop vite, bien sûr. Je crois que l'idée, c'est d'éviter la confusion, d'aller vers la clarté. Bon, puis je dirais, lorsque l'enfant pose des questions, bien sûr, lui répondre, mais ça ne veut pas dire tout dire. Hein. C'est bien là, le rôle des parents, c'est de filtrer, en fait. Il y a des choses... C'est important qu'il soit clair dans la situation, même si celle-ci, elle est bancale, fragile et tout. Mais au moins le dire, que l'enfant ne soit pas seul à vivre, à se poser des questions... qu'ils se sentent écoutés aussi, tout simplement. Dans les failles qui peuvent s'ouvrir chez l'enfant, chez les enfants, quand les parents divorcent, il y a ce sentiment de culpabilité dont on vient de parler. Oui. Il y a aussi la question de sa propre existence. Si l'enfant n'a pas été désiré, les parents, eux, se sont désirés à un moment donné. Donc ça renforce encore plus.
Oui, alors ça, cette idée d'avoir été le fruit d'un amour ou pas, c'est une question qui, bien sûr, qui surgit tout le temps, parce que là, ils sont en train de s'engueuler en gros. Donc, est-ce que ils ont caché ça tout le temps? Est-ce que je fais partie de ce conflit? Donc l'amour est une vraie question, hein. Et ils ont besoin de savoir qu'ils ont été pas forcément désirés, mais qu'ils ont été aimés et choisis d'être. C'est ce que vous dites. Hein, la question avez-vous été désiré est moins déterminante que avez-vous été bien accueilli. Mais bien sûr, oui. Quand on regarde les gens de ma génération, je pense qu'on n'a pas beaucoup à avoir été désirés, mais on a été accueillis. Donc je pense que c'est ça la vie. Hein. Les parents ne sont pas forcément des décideurs sur tout, on le sait bien. Donc oui, cette dimension d'être aimée, mais il y a un très beau passage d'une femme qui raconte que en fait, elle a connu ses parents que tout le temps de sa vie sous forme de conflit en fait. Et à un moment donné, avec sa sœur, elle les voit danser ensemble à l'occasion d'une fête. Et là, à la vue de ces corps enlacés, elle a vu comme sa sœur, elles ont ressenti mémoralement, physiquement, qu'elles avaient été le fruit d'un amour en fait. Et le fruit de ça. Et le fruit de ça, oui. Il n'existe néanmoins pas de recette miracle pour déjouer la culpabilité de l'enfant. Je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. C'est pas un livre. Enfin, c'est un livre à la fois pratique au sens où chacun peut s'en emparer pour se positionner. C'est pas un livre de conseils non plus, même si vous donnez la parole à beaucoup de spécialistes. Il nous laisse quand même une grande liberté et surtout celle de piocher dans tous les témoignages des enfants ce qu'on a envie de piocher. Laisser énoncer à son enfant, ça me fait mal ou j'ai peur. Ça, c'est très très important aussi. C'est entendre sa souffrance. Oui, c'est entendre sa souffrance, et ça veut dire encore trouver les occasions pour qu'elle se dise. Et il ne faut pas, je pense, hésiter à faire appel à des aides, psychothérapie, pour que l'enfant puisse s'exprimer. Parce que même, enfin ça j'ai pu le constater, même auprès de leurs propres amis, ils ne sont pas forcément à même de parler, parce que justement, c'est commun, donc normalement tout le monde le vit, donc pourquoi moi je serais un cas particulier? Voilà, ça fait des tas de choses qui font que l'enfant n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'il ressent profondément. Il y a les enfants qui culpabilisent parce que les parents se séparent. Il y a aussi des parents qui se séparent, je vais mettre plein de guillemets, mais vous le dites, pas forcément à cause de l'enfant, mais en tout cas, le fait que l'enfant arrive modifie la dynamique du couple, fait apparaître, notamment sur les questions d'éducation, des clivages qu'on n'avait pas vu venir, et finalement, la séparation vient de là aussi. Ça arrive quand même, ça, il ne faut pas le nier complètement. Oui, et c'est dur à dire, hein. C'est pour ça que j'essaie d'y aller avec à pas de loup. Oui, c'est dur à dire et c'est dur à vivre pour l'enfant, parce que ça... mais c'est tout le travail, je pense, du coup, d'une thérapie, c'est d'arriver à prendre distance, savoir d'où vient ce conflit, la part à laquelle la part dont je suis responsable et la part dont je ne suis pas du tout responsable. Et c'est bien cette distance-là qui permet un équilibre, hein, et de croître sans être, étouffé par le conflit, hein, je pense. Juste avant l'anti-sèche, un dernier mot sur, là encore, une situation qui est assez courante quand on lit les témoignages que vous citez. C'est la situation où un des parents veut absolument que l'enfant prenne parti. Ah oui. Et ça, c'est une catastrophe pour l'enfant. Prendre parti, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, je pense que c'est une grande question, en fait. C'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Quand l'enfant est mis à devoir choisir alors qu'il aime l'autre, hein, le fameux autre qui est honni. Et surtout parce qu'en fait, même physiquement, il est la moitié de l'autre, quoi. Donc c'est c'est une situation extrêmement perverse, en fait, qu'il faut absolument proscrire. L'enfant le dit, et c'est ça je crois qu'il souffre le plus, c'est d'être pris dans ce conflit de loyauté. Parce que voilà, les tirailleurs entre les deux. C'est pas un bouquin pratique au sens où il ne vous donne pas d'instruction ou un mode d'emploi, mais sur ce point-là, en revanche, vous êtes très clair. Je vous cite la réponse unanime des spécialistes interrogés, et qu'un parent ne doit pas se plaindre de l'autre auprès de son enfant. Catherine Tobin, on va continuer à parler de ce sujet, évidemment de ce livre, L'enfant du divorce, qui vient de sortir chez Odile Jacob et qui est absolument passionnant. Mais pour l'instant, c'est l'anti-sèche. On teste notre culture générale avec Catherine Maury. Littérature française au menu de notre anti-sèche cette semaine en partenariat avec les arènes BD. La question du jour, sous quel nom le manifeste favorable à l'avortement signé par 343 femmes en 1971 est-il entré dans l'histoire? Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes toujours depuis le début de la semaine et un peu plus longtemps professeur d'histoire, mais également autrice et scénariste de BD. Et vous signez avec Philippe Bercovici la formidable histoire de la littérature française, 3e édition qui vient de sortir avec de nouveaux
nouveaux auteurs, de nouvelles autrices surtout. Alors, nos 343, au début, c'est un texte qui paraît dans l'Obs. Et qui s'appelle le Manifeste des 343. Et voilà que ce manifeste va se retrouver doté d'un nom pas forcément très agréable, les 343 salopes. Alors, d'où vient-il ? D'où vient-il ce nom ? Eh bien, c'est Charlie Hebdo, voilà. Qui fait une couverture dont le grand titre est « Qui a engrossé les 343 salopes ?» Donc, Charlie Hebdo donne la réponse. C'est Debré, qui est à l'époque ministre de la Défense et qui est un militant anti-avortement, bien sûr, à fond. Voilà. Et donc, eh bien, ces femmes, elles vont reprendre ce nom à leur compte. Alors, ces femmes, c'est Simone de Beauvoir, c'est Marguerite Duras, voilà, c'est Gisèle Halimi, voilà. Jeanne Moreau, etc. Donc, ce sont toutes des femmes qui ont avorté et qui le déclarent, ce qui est extrêmement courageux, puisque la loi Veil n'est pas encore passée, elle passe en 75, là, on a eu les 50 ans il y a quelques semaines, et donc elle risque la prison. Hein. Et donc c'est un acte très courageux. Et on retrouve plein de rébellions féministes dans votre incroyable histoire de la littérature française, à commencer, j'allais dire, par la plus célèbre d'entre elles aujourd'hui, pas forcément il y a 20 ou 30 ans d'ailleurs, Olympe de Gouges, autrice du premier manifeste féministe de l'histoire. Voilà, donc c'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, que fait Olympe de Gouges ? Elle prend son stylo rouge et elle biffe, elle remplace homme par femme, etc. Et puis bon... Et puis elle en rajoute des rigolos, si je me souviens bien. Bien sûr. Pas des rigolos. C'est-à-dire, elle dit, si on a le droit de guillotiner un homme, on a le droit de guillotiner une femme. Enfin bon, c'est pas écrit comme ça exactement, mais... Oui, elle a une formule célèbre, c'est la femme a le droit de monter à l'échafaud, voilà. Elle doit avoir celui de monter à la tribune. Et alors, malheureusement, ça va être tristement prémonitoire, puisqu'on sait très bien qu'on l'a déjà dit, Olympe de Gouges va finir guillotinée. Autre rébellion féministe célèbre dans la littérature, George Sand. Alors, George Sand, grande figure féministe. George Sand, déjà, s'habille en homme, ce qui n'est pas un acte féministe. Elle s'habille en homme, déjà pour des raisons pratiques. C'est-à-dire que ces grandes robes qu'elle portait, ça coûtait cher, et surtout, ça balayait les trottoirs parisiens, il fallait les faire nettoyer, et ça coûtait très cher. George Sand, c'est une femme divorcée, elle doit subvenir elle-même à ses besoins, et donc elle n'a pas forcément les moyens de se payer comme ça toutes sortes de blanchisseurs. Donc elle porte le vêtement masculin pour cette raison, aussi parce que ça lui permet d'avoir accès à certains endroits où les robes féminines ne sont interdites, comme les parterres des théâtres. Elle signe d'un pseudonyme masculin, puisque son vrai nom, c'est Aurore Dupin de Franqueuil. Elle signe George Sand. Pourquoi ? Parce qu'au début, elle a coécrit avec son amant Jules Sandeau, donc Sandeau-Sand. Et ensuite, elle adopte ce prénom de Georges, parce que Georges, ça signifie en latin celui qui travaille la terre. Et c'est une femme de la terre qui adore son pays natal, etc. Et elle milite aussi pour les droits des femmes. Bien sûr. Il y a une démarche très féministe quand même. Il y a une démarche très féministe. Et alors, elle est pourtant contre le droit de vote, parce qu'elle dit, je trouve que c'est très intéressant, elle dit, avant que les femmes aient le droit de vote, il faut qu'elles aient l'égalité civile, parce que un esclave, sinon, va voter comme son maître. Donc, il faut que la femme soit vraiment affranchie, qu'elle puisse réfléchir par elle-même. Et ne pas voter comme les hommes. Prémonitoire, quand on voit... que le vote est de plus en plus genré dans un certain nombre de cas. Ça a été le cas notamment aux États-Unis cette année. Un dernier exemple, et c'est une entrante dans votre incroyable histoire de la littérature, c'est une histoire enrichie, Annie Ernaux. Oui, Annie Ernaux, donc autrice également très féministe, qui va raconter des traumas proprement féminins. Donc, elle raconte par exemple la tentative de féminicide dont sa mère est victime dans La Honte. C'est son père qui est pris de colère et qui va saisir un couteau et voilà. Et donc, la jeune Annie Ernaux voit cette scène extrêmement marquée. C'est la scène qui va la faire basculer dans la honte, dans le sentiment de faire partie un peu des pauvres de ce monde, des intouchables. Vous savez, ce sentiment de classe qu'elle va avoir. Et qui habite ensuite toute son œuvre. Et dont elle fait son discours de réception du Nobel, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis aussi dans l'événement où elle raconte son avortement, Mémoire de fille, où elle raconte son premier rapport sexuel, qui est un abus sexuel. Donc, c'est une œuvre très féministe, très engagée de ce côté-là. Et très appréciée, je crois, des élèves, en tout cas très lue, puisqu'elle est au programme. Et je précise que si vous achetez cette incroyable histoire de la littérature française, on peut vous donner, si vous êtes élève, des fiches, oui, voilà, exactement. Des fiches de révision spéciale pour le bac. Voilà. Elle pense à tout, Catherine Maury, quand je vous dis que c'est la meilleure prof. Je vais me brouiller avec les autres. Bon, allez, c'est la meilleure prof de français. Au moins de School TV, on va le dire comme ça. Non, on va se brouiller aussi. Non, c'est pas bien. Non, c'est très bien. Elle est formidable. Faut assumer. L'incroyable histoire de la littérature française, c'est aux arènes BD. Catherine, on se retrouve demain pour répondre à une dernière question. La voici. Quel grand poète du 19e siècle avait l'habitude de se teindre les cheveux en vert ?
Pour l'instant, grand oral. La suite. Les enfants du divorce, livre de Catherine Tobin chez Odile Jacob, plein de témoignages, plein de paroles également de spécialistes, d'experts, une très belle enquête. Il y a le avant, le pendant, le après, le divorce. On va partir du moment maintenant où le divorce est acté. Et là, les problèmes, au fond, ne font que commencer. Les contestations, les complications, les soucis d'organisation. La distance, écrivez-vous, n'efface pas la discorde. Oui, et j'allais dire... parfois, et c'est quand même important de le dire, que parfois le divorce ou la séparation arrive comme un soulagement. Pour les enfants, quand il y a beaucoup de... Plusieurs le disent. Voilà, et plusieurs le disent. Alors après, c'est vrai que le grand problème, c'est qu'une fois qu'on est séparés, donc le père et la mère ne sont plus... ils restent parents, mais ne sont plus le couple conjugal, on va dire. Par contre, ils ont la responsabilité de l'enfant jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est là où la vie fait que les distances, les rencontres professionnelles, les rencontres amoureuses font que ce qui était décidé au départ peut être mis à mal. Et ça, l'enfant est en plein dedans, toujours. Il est en plein dans la tempête. Et alors, on peut être dans l'idée, c'était mon cas, je vous l'avoue, avant de vous lire, que c'est quand même très important de conserver une forme de perméabilité entre l'univers paternel, l'univers maternel, dès le début, pour justement que l'enfant ne culpabilise pas, ne doute pas de sa raison d'être. Vous citez plusieurs experts, notamment une psychologue, Laurence Marie, qui dit que dans les premières années de la séparation, le temps que l'enfant puisse finalement s'appuyer sur des repères solides, c'est pas forcément l'idée du siècle. Eh ben, moi aussi, séparer les univers. Oui, enfin, elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs psychiatres qui l'affirment, en fait. Et ils prennent l'exemple... Par exemple, quand un enfant rentre à l'école, bien souvent, les parents n'arrivent pas à savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Parce que c'est son univers, c'est son espace, il est en train de se construire. C'est un grand classique. Ça fait quoi aujourd'hui? Voilà, c'est rien. Ouais, c'est ça. Eh bien, en fait, ils disent, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'enfant investit le nouvel espace qui lui est donné avec le père et avec la mère, il a besoin d'être, que cette relation soit non pas unique, mais qu'elle soit, en tout cas, pas, j'allais dire, polluée. Parasité, il n'a pas à rendre de compte. Et ça, c'est très important, au moins au début. Et ça, c'est quand justement il y a cette fragilité qui est en place et jusqu'à ce que la stabilité intervienne, en fait. Là, l'enfant, il a vraiment besoin d'avoir son univers. Et il faut créer des rituels à part, des rituels du côté de la mère, du côté du père, et pas forcément chercher à remettre les rituels d'avant. Et alors notamment la fête de Noël ensemble, toutes les familles recomposées, enfin l'image un peu, j'allais dire, famille Ricoré de la famille recomposée, où on fait tout ensemble. Pareil, vous dites attention, c'est pas forcément une bonne idée. Alors moi, je dis attention, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais certains psychiatres... Quand je dis vous, c'est pas vous, en fait, c'est les spécialistes que vous citez, bien sûr. Et il y a des témoignages d'enfants qui disent que cette fête de Noël, c'est ubuesque, parce qu'en fait, les parents sont ensemble, mais en fait, on sent une tension, on sent quelque chose qui risque d'exploser. Il y a ça, ou alors carrément des explosions qui se passent, et donc ils fichent toutes... il y a un côté artificiel, là, qui est important de ménager. Et ce que disent d'autres psys dans votre livre, c'est aussi que ça redonne une force terrible à l'enfant, puisque le message implicite, c'est « nous ne vivons plus ensemble, mais pour Noël, eh bien, tu peux constater que pour toi, on se retrouve ensemble ». Donc finalement, l'enfant, non seulement il est éventuellement coupable, il ne l'est pas, mais il se sent coupable du divorce de ses parents, mais en plus, il est éventuellement responsable de les remettre ensemble ou coupable de ne pas y arriver. Oui, exactement. Il a cette force. Exactement. Il a cette injonction presque d'être à la hauteur. C'est pour lui qu'on fait ça. Et donc, en fait, pour lui, c'est extrêmement lourd. Il y a des témoignages qui sont très marquants là-dessus. Absolument. Catherine Tobin, depuis une vingtaine d'années, la loi incite à la résidence alternée. Ça reste très, très minoritaire. Comment l'expliquez-vous? Je crois que c'est 88% des enfants de parents séparés, je cite vos chiffres, résident principalement chez l'un des deux parents. Oui. La résidence alternée, c'est vrai qu'alors il y a des questions géographiques, il y a des questions qui sont quand même très importantes. Après, je pense qu'il y a toute une maturité qui est en train de se faire. Il y a le rôle de père qui évolue et il y a cette demande du père d'être, surtout quand il a commencé à s'occuper du bébé et tout ça, il a vraiment, l'image du père a changé, son rôle donc aussi. Et lui, l'idée de ne le voir que très peu, c'est assez douloureux. Donc en fait, cette résidence, l'idée d'avoir à moitié chez l'un, à moitié chez l'autre, après, franchement, c'est beaucoup des questions pratiques.
Parce que 12%, ça fait peu quand même. Oui, c'est très peu. Mais, pour un dispositif qui est recommandé par la loi. Hein. C'est quand même oui, bien sûr, ça commence proposer ce genre de choses. Oui. Et ça commence, enfin, ça fait 20 ans quand même. Oui, ça bouge. Mais par exemple, l'école, il ne faut pas que ce soit très très loin. Quoi. Donc, ça suppose que les parents habitent pas très loin l'un de l'autre. Bon, enfin, c'est compliqué, surtout quand il y a conflit. Hein. Résultat, elle s'exerce plutôt, et ça a été une surprise pour moi de vous lire en milieu rural qu'à Paris ou en Ile-de-France. Alors après, quand on vous lit, on se dit, bah oui, c'est évident. Parce que ne serait-ce que pour des questions de prix du logement, de proximité, c'est pas du tout évident à gérer. Et il faut effectivement que les parents s'entendent suffisamment bien. Vous dites que les milieux sociaux qui pratiquent la résidence alternée ont tous un critère en commun. La mère a ou a eu un emploi. Oui, c'est ça. Ce qui lui permet d'être sans doute davantage indépendante financièrement, bien sûr, et d'avoir cette nécessité aussi de pouvoir organiser sa vie, hein, donc en fonction du travail. Et l'histoire de la résidence alternée, moi, ce que j'ai rencontré, mais alors, pour le coup, c'est chez les parents, c'est que ça leur donne, il y a la semaine impaire chez les pères et la semaine paire chez les mères, ça leur donne une semaine de vie autonome. Hein, et certains ou certaines la revendiquent peut-être pas, mais non, mais l'apprécient. L'apprécient, absolument, oui, tout à fait. C'est un temps de respiration aussi. Et ça, c'est en train de changer aussi, oui. Autre cas de figure, la famille recomposée. Pas évident non plus, je vous cite, le nouveau venu n'est pas souvent le bienvenu. Et là, le rôle du parent va être absolument essentiel. Oui, absolument. Alors, la famille recomposée, moi, je dirais plutôt... recomposée, ça suppose qu'elle a été décomposée ou qu'il faille la remettre ensemble. Donc, pas mal propose l'idée de la multi-composée. Alors, c'est pas très joli, mais... L'idée, c'est d'exercer une coparentalité, hein, c'est-à-dire de rester parent, même s'il y a un nouveau venu, un nouveau partenaire, etc. Le problème, c'est qu'en effet, cette nouvelle famille, elle n'est pas basée sur des liens de sang, elle est sur des liens affectifs, et puis l'amour ne se commande pas. Et c'est pas parce que toi, papa, t'aimes celle-ci que moi, je vais l'aimer. Donc ça commence avec... l'enfant, déjà, il est divisé. Et là, on lui demande encore un petit peu plus. C'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, l'exemple, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut prendre son temps. C'est ça. D'être sûr, en tout cas, que la relation qu'on établit avec le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire soit solide, hein, parce que l'enfant ne doit pas être à nouveau mis devant une rupture. Catherine, une question que je ne peux pas ne pas vous poser sur School TV, c'est l'impact sur la scolarité. Et alors là, vous citez des témoignages, c'est tout noir ou tout blanc. Enfin, j'exagère un petit peu. Complètement. Mais école refuge, d'un côté, ou alors lieu d'expression de la souffrance. Absolument. Et on a l'impression qu'il n'y a plus tellement de place pour l'élève moyen. En tout cas, moi j'étais très étonnée aussi, c'est très marqué, c'est très contrasté. C'est ça. Et c'est la même chose avec l'amitié, c'est-à-dire certains ont trouvé refuge à l'école, sont devenus profs, parce que vraiment ils ont tout axé là-dessus, et ça a été très important d'être protégés. Certains autres n'ont pas pu trouver du tout la concentration, tellement ils ont été, alors pour le coup on disait pollués, mais le cerveau est absolument sollicité par toutes les tensions qu'ils ont connues et sont incapables de se concentrer, donc échec, donc compliqué. Enfin bon, voilà, un malaise à l'école. Ça peut s'expliquer comme ça, mais l'école n'est pas en tout cas le lieu que moi je pouvais imaginer comme un lieu de protection. Catherine, vous terminez par 2 séries de conseils. Il y a les paroles d'enfants destinées à l'enfant qui vit la séparation et les paroles d'enfants destinées aux parents. Commençons par les paroles d'enfants aux enfants. Donc il y a Ose parler, ça on l'a évoqué, il y a Tu n'y es pour rien autour de la culpabilité. Ce n'est pas à toi d'entendre ça. Oui, tout à fait. Ils sont assez marqués, hein, ces témoignages. Alors ça, c'est en effet, c'est pas à toi d'entendre ça. Protège-toi. Aussi, il y a un truc assez amusant, c'est prends le bon côté des choses parce que tu vas avoir double vacances, double cadeau, donc le côté pratique des choses. Les possibilités de manipulation de l'un et de l'autre, voilà. Pourquoi, ça, ils comprennent très vite. Oui, très vite. Pourquoi t'en priver finalement? Voilà. Parce que, voilà, on est tombé dans cette situation-là, profite. Donc il y a ça. Et puis, mais globalement, c'est n'écoute pas quand il te dit du mal de l'autre. Ça, c'est très important. Prendre la distance. Prendre la distance. Oui. Et les paroles d'enfants destinées aux parents. L'enfant n'est pas le problème, il est la solution. Oui, ça c'est magnifique, ça. Ouais. Magnifique. Ça signifie bien que c'est l'intérêt qui doit primer pour les parents et par-delà leurs souffrances respectives. Ça c'est très important. Moi, l'autre chose qui m'a beaucoup marquée, c'est au moins que le divorce serve à quelque chose. C'est-à-dire, si tu te remets pas tout perdu. Voilà, aux parents, au moins si vous vous remettez en question, s'il vous plaît, qu'on puisse progresser, qu'on puisse évoluer, que le divorce serve à quelque chose. Ouais.
Un livre très riche, un livre miroir, parce qu'au fond, qu'on ait soi-même vécu un divorce, qu'on soit enfant divorcé, de toute façon, autour de soi, on connaît des personnes qui sont dans cette situation. Donc vraiment, c'est un ouvrage qui concerne tout le monde, rempli de témoignages, 26 témoignages. C'était émouvant d'ailleurs que vous choisissiez des personnes plutôt jeunes. Je crois que les plus jeunes, je l'ai cité tout à l'heure, 17 ans ou 18 ans. 17 ans, oui. Voilà, 18, et plus âgés, 73. Donc voilà, il y a aussi et les milieux et des univers, et on le devine en lisant les témoignages qui sont très très différents. Bravo pour ce bouquin, et qu'on a beaucoup aimé ici, qu'on vous suggère. Lisez-le, L'enfant du divorce, c'est chez Odile Jacob, et c'est signé Catherine Tobin. Catherine, qui reste avec nous. Oui, tout à fait. C'est jour de cantoche. Oui, vous avez raison, c'est le jour où il faut rester. Sandra Ferreira. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Quand j'ai annoncé juste avant qu'on enregistre à Catherine Tobin que vous alliez nous dire que le sucre c'est vachement bien, elle va me regarder, genre c'est quoi cette émission, c'est quoi cette diététicienne? J'ai dit mais non Alexandra, ce sont des alternatives simples, naturelles pour satisfaire nos envies sucrées tout en prenant soin de notre santé. Alors quelle est la première alternative aux produits sucrés? C'est là où vous allez voir que je ne suis pas une diététicienne en carton. La première alternative sont les fruits, tout simplement. Voilà, elle se rattrape. Oui, mais oui. Vous allez remplacer les bonbons, les sucreries par des fruits naturellement sucrés. Ça paraît être du bon sens, mais des fois, on n'y pense plus. Que de se faire plaisir avec une pomme, des baies, une banane, c'est tout aussi sucré en termes de goût qu'un bonbon, sauf que c'est bien meilleur pour la santé. Il y a des nutriments et en plus, c'est beaucoup plus rassasiant que des bonbons. Et donc, ça évite les grignotages. Le méchant grignotage. On a commencé par les fruits. Il y a un petit peu plus gourmand, là. Oui, un peu plus gourmand, je vous l'accorde, parce que le fruit, c'est peut-être pas, ça ressemble pas encore assez aux bonbons. Ce qui va ressembler un peu plus sont les fruits secs, des dattes séchées, des raisins secs, des figues, ce type de fruits secs. Là, on a plus l'effet bonbon. C'est très riche en minéraux, c'est très riche en fibres. Un petit coup de faim, hop, on prend une petite poignée de raisin. Attention tout de même, c'est quand même bien sucré puisqu'on a enlevé l'eau dans les fruits secs, donc il n'y a plus que le sucre, c'est du concentré de sucre, mais on est sur beaucoup mieux pour la santé, ça ressemble plus à un bonbon. Chocolat. Si chocolat il y a, c'est mieux de favoriser du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Ça, c'est mieux. Mais c'est plus gras, je crois, non? Alors, c'est plus gras et moins sucré. C'est ce que je révise. Je vois qu'il me suit, qu'il écoute bien tout ce que je dis dans toutes mes chroniques. C'est plus gras, mais moins sucré que le chocolat au lait. Du coup, ça a un goût plus intense, tout de même, qui va faire que vous en mangerez moins, en plus petite quantité. Et surtout, le chocolat noir, il y a plein d'antioxydants, des petites molécules qui ralentissent le vieillissement de vos cellules. Et ça, c'est bénéfique pour la santé. Ok, tout ça est très bien, mais moi, je ne veux pas renoncer aux pâtisseries, car j'adore les pâtisseries. Déjà, si vous les faites maison, on est déjà bien, vous allez contrôler la quantité de sucre. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Et ma petite technique, je l'avais fait il y a très longtemps, je crois, dans une de mes chroniques, c'est de remplacer le sucre par des compotes. Vous mettez des compotes sans sucre ajouté, des compotes de fruits, et à la place de la quantité de sucre, et ça passe sans aucun problème. Si vous êtes fan de petites choses sucrées comme les barres de céréales, qui sont souvent très sucrées, les barres de céréales industrielles, elles sont souvent voire trop sucrées, on peut les faire maison. Je vous donne une petite recette. Vous mélangez 200 g de flocons d'avoine. Je sais, c'est un peu à la mode le flocon d'avoine, mais c'est très riche en fibres, c'est plutôt sympathique. 200 g de flocons d'avoine, 150 g de compote sans sucre ajouté. Vous mélangez 50 g de pépites de chocolat. Si vous n'avez pas le temps, vous les achetez déjà toutes faites, il n'y a pas de souci, de chocolat noir si possible. 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, parce que c'est un sucre qui élève moins la glycémie, donc plus intéressant pour la santé. Ça, vous mélangez tout ça. Vous mettez en petits morceaux des noisettes, des noix, vous remélangez à tout ça, on est d'accord, tout va bien. Vous mettez au four 180 degrés. Alors au four, pardon. Avant, il faut le mettre dans des petits moules, type financier, pour avoir la forme de la barre de céréales. Vous mettez au four à 180 degrés, 25-30 minutes. Et puis, une fois que c'est fait, d'un autre côté, histoire d'avoir un petit côté gourmand, faites fondre un peu le chocolat noir au bain-marie et vous allez tremper dans le chocolat noir. Dans le chocolat noir, vous laissez tranquillement sur une feuille de papier sulfurisé à l'envers. Vous mettez 5 minutes au congélateur éventuellement, ça durcit et c'est un délice. Ça se garde plusieurs jours dans un petit récipient fermé. Vous avez cité le sirop d'agave, il y a d'autres substituts d'ailleurs, si on veut vraiment mettre du sucre. Stevia, sirop d'érable, miel, n'hésitez pas. Et sinon, alors, je voulais vous faire une petite expérience
expérience. À vous, chers 1 minute 30 pour téléspectateurs. l'expérience. 1 minute 30 Ouais, on y va. Eh bien, c'est parfait. En fait, alors c'est une petite expérience. J'ai une petite baie ici qui s'appelle la baie miracle. Voilà, vous êtes censé, là, pendant que j'explique, mettez-la dans votre bouche. Alors attention. Baie miracle. J'explique juste une chose. Au centre, il y a un petit noyau qui est comestible mais qui est très amer. Si vous préférez la casser en deux, enlever ce qu'il y a dedans, vous voulez tester? Vous pouvez. Il faut qu'on se grouille parce qu'il reste 1 minute là. L'idée, c'est de mâcher, voilà. Ah ouais, il faut enlever le truc. Voilà, si vous l'enlevez, ça sera moins amer. Alors je mâche. Voilà, et vous mâchez, vous essayez de bien tapisser votre langue avec cette baie miracle. Alors en fait, dans cette baie miracle, il y a une protéine qui s'appelle la miraculine qui va changer la perception du. Alors oui, si on mange le sang, ça va être un peu amer. Voilà. Donc on a une personne qui a enlevé l'intérieur qui est un peu plus amer, effectivement. Oui. Alors vous tapissez votre langue pendant 30 secondes, voilà, on est bien. Et cette miraculine permet de changer la perception des aliments acides. Pas des aliments amers, pas des aliments pimentés, mais des aliments acides comme on a là ici le citron. C'est pour la petite expérience. Quand vous allez manger le citron, eh bien normalement, il aura le goût beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré. Vous pourriez le manger comme un fruit traditionnel. Incroyable. Vous sentez, vous, déjà la différence? Bon, bah parfait. Normalement, alors on sait qu'Emmanuel est déjà capable de manger le citron sans la miraculine. C'est dingue. C'est dingue, hein. Incroyable. Donc ça, alors. L'idée, c'est pas de manger de la baie miracle pour tout et n'importe quoi, parce que le but, c'est de se déshabituer du goût sucré. Mais dingue. je trouve l'expérience intéressante et je ne me voyais pas ne pas le montrer là c'est formidable, merci. Voilà. Je suis super impressionné. Et là, vous mangez le citron comme si vous étiez en train de manger une clémentine ou une orange. Alors, je vais désannoncer cette émission avant de terminer mon citron, si vous en voulez pas. Mais vraiment, merci. Comment vous appelez ça? C'est la baie miracle. La baie miracle. C'est miraculeux, croyez-moi. Extraordinaire. Et bien, merci à toutes les deux. Merci à Sandra, merci Catherine. Merci aussi à toute l'équipe. On vous garde, mais il n'y a plus de baie miracle. On vous garde le citron. Plus, il y a le citron. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV et nous, on croque du citron miracle et on se retrouve quand vous voulez sur Internet et sur les réseaux sociaux. Regardez, je ne fais même pas la tête. Ah, mais c'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment.